Alors à Nantes comme ailleurs, la dynamique révolutionnaire suscite la multiplication des élections en 1789. Au printemps, les Nantais élisent des députés aux différentes assemblées du processus des États généraux. Durant l'été, 2 municipalités sont élues. Et enfin, à l'automne, les Nantais élisent des juges de paix, je vous expliquerai, et les cadres de la milice nationale. Alors ces 3 temps me fournissent un plan clair mais déséquilibré, mais que j'assumerai. Alors des Nantais votaient avant 1789, d'une part pour élire la municipalité, et ici il faut souligner une originalité à Nantes. Au XVIIIe siècle, l'Assemblée est restée ouverte à tous les habitants, ce qui n'empêche pas que l'élite municipale contrôle l'élection. À la fin du XVIIIe siècle, donc avant 1789, la mairie est dominée par les officiers du présidial, et la participation aux élections est relativement limitée. Entre 1774 et 1789, l'élection du maire mobilise entre 250 et 780 votants. D'autre part, des Nantais votent aussi dans les corps professionnels, les négociants élisent des juges consuls et les artisans élisent les jurés des corporations. En 1789, les élections deviennent des enjeux majeurs. Les élections sont d'abord un enjeu majeur de la confrontation entre patriotes et aristocrates, puis la proclamation de la nation souveraine, constituée de citoyens égaux, entraîne une rupture essentielle dans la légitimité politique, dans l'accès aux charges publiques, qui passe désormais par l'élection. En votant, les citoyens expérimentent leur nouvelle citoyenneté et des citoyens, nombreux, reçoivent de nouveaux mandats. La multiplication des élections constitue donc une expérience civique intense par laquelle les acteurs engagent la régénération de la nation et mettent en œuvre la souveraineté nationale. Alors, cette communication se nourrit de l'enquête prosopographique que je mène actuellement sur les élus nantais de la période révolutionnaire pour mieux connaître l'histoire de la Révolution à Nantes, l'histoire des Nantais en Révolution. Donc il s'agit aussi d'étudier pour moi des parcours d'acteurs mus par ce que Haïm Burstein appelle le protagonisme, c'est-à-dire la conviction développée par les acteurs de pouvoir intervenir de manière décisive dans les événements, et leur volonté aussi de s'engager, alors en participant à des grandes mobilisations, mais aussi en assumant des mandats dans les nouvelles institutions régénérées de la nation souveraine. Les élections constituent donc un mode de participation à la Révolution particulièrement intéressant, d'autant plus qu'en 89, cette expérience se révèle socialement ouverte pour la pratique du vote comme pour la possibilité d'être élu. Alors d'abord, rapidement, les combats du printemps 89, donc la Bretagne est marquée par un vif affrontement entre patriotes et aristocrates, et donc c'est dans ce contexte que se tiennent au printemps, fin mars, début avril, les élections pour la préparation des États généraux. La plupart des députés à l'Assemblée du tiers-État de la ville de Nantes sont élus par les corporations, mais 12 députés sont élus par une Assemblée qui regroupe plus de 500 Nantais, et ces 12 députés vont par la suite jouer un rôle important. Il y a là des députés, de futurs députés aux États généraux, mais aussi le futur maire de Nantes qui sera élu au mois d'août tout à l'heure, Kervégan. 50 députés nantais sont ensuite élus pour aller siéger à l'Assemblée du tiers-État de la Sénéchaussée. Alors, parmi eux figurent de nombreux artisans et boutiquiers, mais cela tient sans doute au fait que les corporations étaient surreprésentées dans l'Assemblée du tiers de la ville. Parmi ces 50 députés, on en trouve une trentaine qui, par la suite, vont jouer un rôle important, donc des députés aux États généraux, le maire, le futur maire est là aussi. Par ailleurs, le 30 avril, à la veille de l'élection municipale, des patriotes protestent contre le contrôle de l'élite municipale sur cette élection, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Assemblée est restée ouverte. Alors, pour compenser cela, l'oligarchie municipale a inventé un système. Les élus sortants établissent une liste et on ne peut voter que sur la liste établie. Donc, c'est très, très, très contrôlé. Donc, cette expérience est essentielle. Cette expérience du printemps 89 est essentielle. Alors, Timothy Tackett l'avait montré pour les députés aux États généraux, mais on le retrouve pour de nombreux patriotes. Bon, j'aborde maintenant la rupture révolutionnaire de l'été. Les patriotes vont procéder alors à la révolution municipale en 2 temps, l'élection d'un comité provisoire le 28 juillet, puis celle d'une nouvelle municipalité le 18 août. Alors, un mot de contexte, le 18 juillet, les patriotes créent un corps de volontaires et le commandant de la garnison remet les clés du château à la milice bourgeoise. C'est 2 choses différentes, le corps des volontaires et la milice bourgeoise qui sera régénérée tout à l'heure en milice nationale, et la fusion ne se fera en garde nationale qu'en 90. Et puis quelques jours plus tard, donc, la Grande Peur éclate. C'est dans ce contexte que le 28 juillet, un comité provisoire est élu, une assemblée composée d'édiles, d'officiers de milice bourgeoise et des députés de Nantes à l'assemblée de la Sénéchaussée, donc une assemblée se réunit. Le maire constate le délitement de la municipalité, de nombreux membres du bureau ne viennent plus. L'assemblée décide alors de nommer un comité municipal provisoire qui sera composé de la manière suivante, alors je cite, « Ces 31 membres seront pris, savoir 4 parmi messieurs de l'ancien bureau, 3 parmi messieurs de la milice bourgeoise, 5 parmi messieurs les officiers de robe, 5 parmi messieurs du commerce, 2 parmi messieurs de la commune, 3 parmi messieurs de la milice volontaire, 1 de l'université, des chirurgiens, des apothicaires et 6 parmi les arts et métiers. » Donc la composition de ce comité se fonde encore largement sur les corps.
Parmi les membres de ce comité, on peut distinguer deux types de gens. D'une part, des hommes qui exerçaient déjà des mandats avant 1789, notamment des juristes qui ne se sont pas engagés dans le combat patriotique et qui n'assumeront plus de mandat politique à partir de 1790, mais certains resteront quand même dans les mandats judiciaires. Et puis il y a d'autre part des négociants, des membres des arts et métiers. Parmi eux, on trouve de nombreux hommes nouveaux qui, eux, vont conserver des mandats jusqu'en 1793 à la municipalité, dans le département, dans le district. Puis donc une nouvelle municipalité est élue le 18 août et elle présente des différences importantes par rapport à ce comité du 28 juillet que je viens d'évoquer. D'abord, il faut souligner l'ampleur de la mobilisation électorale. Alors que le comité donc, du 28 juillet n'avait été élu que par une assemblée restreinte, là le maire est élu par 1370 votants. Donc c'est beaucoup plus que les votants pour les élections municipales de 1774 à 1788. On était au maximum à 700 votants. Ensuite, la composition de la municipalité n'est pas fixée par corps, contrairement au comité du 28 juillet. Donc sont élus un maire, 6 échevins et 48 membres d'un comité d'administration. Alors, qui compose cette municipalité? La municipalité est désormais dominée par les négociants. Le maire est un négociant, 4 des 6 échevins et la moitié des membres du comité municipal. Pour la plupart, ce sont des hommes nouveaux, même si, par exemple, Kervégan lui-même, le maire, a déjà été à la fois, d'une part échevin, d'autre part juge du commerce. On trouve aussi 6 industriels. Des juristes restent présents, alors avec 2 catégories de juristes, ceux que j'ai déjà évoqués qui vont disparaître, et puis d'autres qui, au contraire, vont siéger dans la municipalité. Alors, ceux qui disparaissent, c'est les officiers du présidial. En revanche, les hommes des arts et métiers ne sont plus que 4, et en fait, c'est lié à la fin de la composition par corps qui a pour contre-coup le recul de leur présence. On voit en fait à ce moment-là se former une nouvelle équipe politique. Alors j'emprunte l'expression équipe à Serge Bianchi. De nombreux élus sont des hommes neufs. De nombreux élus siégeront dans les municipalités suivantes jusqu'en 93. Alors soit à la municipalité, soit donc, comme j'ai dit, au département, au district. Donc l'expérience de 89 est décisive pour les hommes qui forment cette nouvelle équipe politique, mais elle a revêtu des formes différentes. Certains de ces hommes se sont impliqués dans le processus révolutionnaire, d'autres non. Et puis cette implication dans le processus révolutionnaire a pris différentes formes, plus ou moins prononcées. Certains ont pu siéger dans ce qu'on appelle le comité Cotin, du nom d'un des députés aux États généraux, qui est le groupe qui se crée à Nantes dès l'automne 88 pour animer le combat patriotique. D'autres ont simplement été élus députés du tiers aux assemblées du printemps que j'ai évoquées. Alors, quelle signification ces élus donnent-ils à leur mandat? Alors, pour certains, on peut y réfléchir, voilà. Pour certains, ce mandat s'inscrit dans une continuité qui peut être individuelle. J'ai cité le cas de Kervégan, mais aussi une continuité familiale. On voit qu'il y a des gens qui sont issus de familles qui ont donné déjà des échevins par le passé. Mais ces mandats revêtent aussi une signification nouvelle, me semble-t-il, qui se nourrit du combat patriotique, de la liberté de l'élection municipale, grâce à la fin du contrôle oligarchique sur cette élection, d'une participation électorale accrue, de la nouvelle légitimité politique liée aux élections, et puis de l'enthousiasme civique qui accompagne la proclamation des principes nouveaux, qui accompagne les mutations révolutionnaires et qui donc accompagne la régénération de la nation, avec au cœur de celle-ci le transfert de souveraineté. Les hommes qui constituent cette nouvelle équipe sont des patriotes. Ils considèrent donc qu'ils ont à jouer un rôle important dans la régénération de la nation. Alors, comme je l'ai dit, leur implication dans les combats patriotiques a été plus ou moins prononcée. Et puis, on peut aussi penser que pour eux, la régénération passe aussi par la fin des troubles, alors même que les tensions continuent d'être fortes, tensions politiques, mais aussi tensions sociales, puisque la crise des subsistances à Nantes nourrit la colère populaire. Ces hommes sont déterminés à réaliser cette régénération. Ils sont conscients de la nécessité de défendre la Révolution face à la menace aristocratique qui existe à Nantes même. Ils n'envisagent sans doute pas, alors évidemment, l'ampleur des combats à venir, mais ils s'engagent dans ces nouveaux mandats en étant conscients de l'ampleur de leurs tâches, de leurs responsabilités, et ainsi leur engagement nourrit une dynamique protagoniste. Cette conscience de vivre un moment exceptionnel, qui est donc marqué par la possibilité d'opérer des mutations profondes, et par la nécessité de s'engager, cette conscience ne concerne pas seulement les élus municipaux et des élites sociales, on pourrait dire des bourgeois rapidement. Cette conscience se révèle beaucoup plus large socialement si on prend en compte d'autres mandats auxquels peuvent accéder des hommes du peuple. Et donc j'aborde
dernière partie, mais qui est plus longue, c'est celle à la fin de l'année 89, fin octobre, début novembre, l'élection des juges de paix et des cadres de la milice nationale. Alors, je voudrais souligner 2 points. D'une part, l'invention d'une figure, le juge de paix, puisque le juge de paix, non, celui qu'on connaît, c'est celui de l'année 1790, mais vous allez en voir un autre, enfin une préfiguration, on peut dire. D'autre part, l'autre point important de cette troisième partie, c'est l'élargissement de l'accès à des mandats dans la milice nationale. Le 5 septembre, la municipalité lance la régénération de la milice bourgeoise. Elle décide de former, je cite, une milice ou garde citoyenne. Donc j'insiste sur le mot garde citoyenne. La municipalité estime que, je cite, il est juste que chaque citoyen, intéressé à sa propre sûreté, à celle de sa propriété, partage également, sans distinction de rang, état et conditions, le fardeau de cette garde publique. Le 20 octobre, la municipalité présente l'organisation de la nouvelle milice nationale. Elle sera, donc je cite la délibération municipale, partagée en 11 districts, composés chacun de 750 citoyens ou environ, tous chefs de maison, payant capitation et en état de porter les armes. Et la municipalité annonce alors une série d'élections, et donc je cite « Tous les citoyens capités de chaque district s'assembleront le lundi 26 du présent mois pour procéder à la nomination par scrutin pour chaque district d'un juge de paix et d'un suppléant, d'un chef de division dont les fonctions seront purement militaires, d'un aide-major de division, 5 capitaines en premier, 5 capitaines en second, 5 lieutenants en premier, 5 lieutenants en second, un adjudant et 10 sous-lieutenants. Et quand les compagnies, donc au sein de chaque district, il y aura plusieurs compagnies, quand les compagnies seront formées, elles s'assembleront pour nommer, donc élire, un sergent-major par compagnie, 5 sergents et 27 caporaux. Donc il y a beaucoup de mandats à pourvoir. La convocation s'adresse à tous les citoyens capités. Alors en 1789, à Nantes, on relève 8500 cotes de capitation, en dehors des cotes nobles. La ville compte 80 000 habitants, donc on peut estimer qu'une moitié des Nantais figurent dans les registres de capitation, et donc que de nombreux gens du peuple en sont exclus. Cependant, le monde du travail est bien présent dans la capitation, puisque pour d'autres travaux, j'ai relevé notamment 3000 travailleurs de l'industrie qui sont capités qu'à une seule livre, très souvent. Donc en 1789, des hommes du peuple peuvent voter en grand nombre et en plus grand nombre qu'en 1790, puisqu'en 1790, il n'y aura à Nantes que 5200 citoyens actifs. Il y aura encore des hommes du peuple parmi eux, environ 1500, mais ils seront sans doute moins nombreux à pouvoir voter qu'en 1789. Alors, pouvoir voter, ça ne veut pas dire forcément aller voter. Hein. Donc, je vais poser cette question. Donc, pour les élections de l'automne 89, la participation est-elle importante? Des hommes du peuple ont-ils voté? Donc, d'une part, la participation reste élevée, comme en témoigne le nombre de votants pour l'élection des juges de paix. Dans la journée du 26 octobre, cette élection est la première et c'est aussi celle qui mobilise le nombre le plus élevé de votants. On compte 1114 votants dans 9 districts. Il y a 11 districts, donc si on rajoute X pour 2 districts, ça fait à peu près autant de votants que les 1370 de tout à l'heure pour l'élection au mois d'août du maire. Donc on reste à une participation relativement élevée. Voilà. De plus, les responsables de ces élections ont le souci de la participation, comme en témoigne cette décision de l'Assemblée du district de l'île Feydeau de reporter à l'après-midi le scrutin. Je cite, « Comme le nombre des présents n'a pas paru suffisant, la continuation de l'Assemblée a été renvoyée à 2h de l'après-midi et il a été enjoint au tambour de battre la caisse dans tout le district pour appeler tous ceux qui ont droit de suffrager. » D'autre part, des hommes du peuple participent bien à ces assemblées, comme le montre le procès-verbal de l'Assemblée du district de Saint-Similien, qui cite les noms et professions d'environ 200 citoyens. Alors on relève quelques négociants, des bourgeois, alors c'est écrit comme ça, donc là je mets des guillemets, mais surtout des hommes du peuple, des marchands. Alors il y a des grands marchands, mais il y en a des petits, là c'est pas écrit grand ou petit, mais des jardiniers et notamment des gens de métier, même si, alors de nouveau, on n'a que le nom du métier, menuisier, on ne sait pas si c'est un maître ou un compagnon, on peut penser que les maîtres sont surreprésentés, mais rien ne dit que... Enfin, ça fait quand même des petits maîtres ou compagnons, ça fait des hommes du peuple. Alors j'insiste sur les enjeux liés à ces mandats. Premier enjeu, c'est les tensions sociales et politiques, donc le maintien de l'ordre. La colère populaire au sujet des subsistances s'aggrave et des aristocrates contre-révolutionnaires tentent de l'exploiter. Et les patriotes sont d'autant plus vigilants que Nantes a connu une grave émeute en janvier. Fin septembre, le colonel aristocrate du régiment qui est à Nantes se rapproche du meneur de l'émeute de janvier et lui dit, donc là je cite très rapidement un extrait de la procédure, il lui dit « Vous êtes un brave homme, vous êtes bien montré, il faut faire une révolte, nous rétablirons les nobles dans leurs droits et le peuple ne mangera plus de mauvais pain comme on lui en fait manger à présent. » Alors cet extrait est rapporté par une déposition du maire Kervégan lui-même, ce qui indique le degré de vigilance des nouvelles autorités patriotiques. Mi-octobre,
Un portefaix s'écrit, je cite, donc une procédure, donc un témoin, qu'il était du côté de la noblesse parce qu'il avait couru la ville tout le jour sans pouvoir trouver de pain. Donc là, on est mi-octobre, c'est donc un moment, le mois d'octobre. Alors il y a la marche des femmes sur Versailles, on l'a évoqué hier, et puis il y a bientôt aussi la loi, l'adoption de la loi martiale du 21. Je n'y reviens pas. Donc l'enjeu du maintien de l'ordre apparaît clairement dans le règlement adopté par la municipalité de Nantes le 23 pour informer les citoyens sur les fonctions électives à pourvoir. Ainsi, le chef de division, je cite, ne souffrira jamais qu'il ne se fasse aucun attroupement illicite. L'aide-major, je cite, doit surveiller les maisons où logent les mendiants, vagabonds et gens sans aveu qui commettent ordinairement les excès dans les villes. Le juge de paix, lui, sera chargé du, je cite, nouveau recensement de tous les habitants. Et en ces temps de troubles, une attention particulière est portée aux étrangers. Je cite, le juge de paix formera une liste de tous les étrangers, laquelle il enverra tous les jours à la police. S'il se trouvera parmi ces étrangers quelqu'un de suspect, il le fera conduire sur le champ à la prison civile. Donc on voit bien le lien entre ce juge de paix et la milice nationale, c'est l'ordre public, voire le contrôle social. Mais le juge de paix qui est créé à Nantes à ce moment-là a une autre mission. Et donc j'en arrive à un second enjeu, c'est la capacité d'invention, d'innovation de cette municipalité, donc de ces gens élus, élus au cours de l'été. La municipalité a bien conscience de créer des fonctions neuves. Et il me semble que cette capacité d'innovation des élus contribue à la mise en œuvre du transfert de souveraineté. Alors, cette capacité d'innovation peut s'inscrire aussi dans l'attachement des municipalités à leur autonomie, mais là, à cet automne 89, il me semble surtout que les acteurs se sentent légitimes pour mettre en œuvre la régénération de la nation à l'échelle locale. La conscience de l'innovation, c'est-à-dire la création de nouvelles fonctions, l'appel au vote des citoyens, guide la municipalité lorsqu'elle rédige, je cite, son règlement qu'elle juge indispensable pour donner connaissance aux citoyens des districts avant leur nomination aux emplois fixés pour chaque district des fonctions qui leur sont attribuées. Alors, la création, l'institutionnalisation des gardes nationales, à l'automne 89, c'est quelque chose de bien connu. En revanche, la création d'un juge de paix est une innovation qui me semble plus originale. Donc là, si vous en connaissez, je veux bien entendre. Oui, 3 minutes, mais c'est parfait. Donc, à côté de sa contribution à l'ordre public, le juge de paix, créé par la municipalité nantaise en octobre 89, a une seconde mission, je cite, arbitre et même juge en première instance des légers différends qui naîtront entre les citoyens. Donc, c'est une préfiguration du juge de paix de la grande loi de l'année suivante. Bon, il y a tous les débats aussi sur la régénération de la justice de proximité. Je présente maintenant les élus. D'abord, les juges de paix. Alors, la municipalité avait recommandé aux citoyens, je cite, de faire un bon choix, ce qui est intéressant aussi en période électorale, préélectorale, de demander aux citoyens de faire un bon choix. Mais elle précisait ce qu'elle entendait par là, élire des hommes possédant la connaissance des lois et susceptibles de donner, je cite, la plus grande partie de leur temps à tous les citoyens. Donc sont élus des négociants, des juges de paix. Les officiers de la milice nationale. Alors, on devait en élire 363. Il n'y en a que 274 qui sont élus. On trouve très peu là, de sous-lieutenants. Les grades inférieurs ne sont pas tous pourvus, mais il me semble quand même que l'élection de 274 officiers marque l'implication, l'engagement, la mobilisation patriotique. Qui est-ce qu'on trouve parmi eux? Donc on retrouve des négociants, l'importance des négociants, la présence de juristes, comme pour les édiles municipaux et puis comme pour les juges de paix. Ce qui est plus intéressant et ce qui est original ici, c'est la présence des hommes des arts et métiers. Parmi les 80 officiers que j'ai pu identifier, un quart sont des hommes des arts et métiers. Donc pour ce type de mandat, on perçoit un premier élargissement social. Alors, ces officiers vont rester, pour certains, ils se sont engagés dans le combat patriotique, et puis ils vont par la suite rester souvent officiers de la garde nationale, et puis certains vont aussi occuper des mandats, donc ils s'intègrent à l'équipe politique que j'ai évoquée. Enfin, les sous-officiers de la milice nationale. En novembre, les compagnies élisent leurs sous-officiers. Il y a plusieurs compagnies dans chaque district, et la participation électorale est importante et même très importante. Juste un tout petit exemple. Dans le tout petit district de Saint-Pierre, le 26 octobre, pour élire le juge de paix, il y a eu 49 votants. Et pour élire le sergent-major d'une compagnie, le 15 novembre, il y a 35 votants. Et il y a 5 compagnies au moins dans le district, donc ça veut dire qu'il y a une mobilisation très importante pour l'élection de ces sous-officiers. Ces élections mobilisent des hommes du peuple. Par exemple, si je prends un procès verbal, 45 votants, que 17 signatures, et on signale explicitement la présence d'analphabètes. Qui sont les gens élus? Alors, j'avais toute une liste, mais je vais aller vite. On trouve essentiellement des artisans, enfin des gens de métier,
On ne sait pas si, comme il y a la seule mention du métier, on ne sait pas si ce sont des maîtres ou des compagnons. Mais par exemple, dans une compagnie, ont été élus 2 maçons, donc il n'y a que le mot maçon, oui, et un maître maçon. Et puisqu'on me dit maître, j'imagine volontiers que les 2 autres sont des compagnons. Bon, c'est une hypothèse, pardon. Dans une autre compagnie, des gens sont élus sergents et ils démissionnent aussitôt parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire et ils estiment qu'ils ne peuvent pas remplir leur tâche. Donc, l'élection par compagnie des sous-officiers favorise la participation du peuple à la nouvelle vie civique. Et il apparaît que des hommes du peuple même ne votent que pour cette élection qui se déroule dans un cadre familier et dans laquelle ils ont une chance d'être élus. Alors, je conclus. Voilà. Donc, la dynamique révolutionnaire suscite la multiplication des élections. Ces élections deviennent le fondement de la légitimité politique et publique dans la nation souveraine composée de citoyens égaux. Les élections permettent aux citoyens d'expérimenter leur nouvelle citoyenneté, non seulement en participant au vote, mais encore en étant élus, et ce en grand nombre, relativement grand nombre, dans des nouveaux mandats et des mandats variés. Je souligne aussi l'ouverture sociale de cette expérience, puisque des hommes du peuple peuvent voter, même si certains se contentent, semble-t-il, de voter pour un type d'élection, les sous-officiers, là où ils ont une chance d'être élus. La multiplication de ces élections me semble constituer une expérience civique intense par laquelle les acteurs éprouvent leur nouvelle citoyenneté et donc contribuent à la régénération de la nation, actualisent, mettent en œuvre la souveraineté nationale dans un contexte marqué à la fois par une volonté de régénération, de créer un nouvel ordre, mais aussi de fortes tensions sociales et politiques. Et là, le dernier tout petit point de la conclusion, j'insiste aussi sur le fait que les élus municipaux se sentent légitimes pour créer des fonctions neuves. Donc le rôle des acteurs locaux, ce n'est pas seulement de mettre en œuvre les principes issus de la constituante, c'est aussi être capable localement de mettre en œuvre une capacité d'innovation qui, elle aussi, contribue à l'actualisation de la souveraineté nationale. Merci.